Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous continuons notre exploration de la base de données MongoDB. Nous en avons déjà vu pas mal de propriétés. Et nous allons voir comment est-ce que je peux analyser une base de données, comment est-ce que je peux faire en sorte de construire ma base de données pour qu'elle soit bien construite, en respectant certaines règles. Alors on a vu que les règles sont beaucoup moins claires que dans une base de données SQL, dans un modèle relationnel, tout simplement parce qu'on n'a pas cette notion de relation. On n'a pas cette notion de vérification de cohérence, on n'a pas cette notion de clé primaire, de clé étrangère, et qui nous permettait justement avant de vérifier la cohérence des données. Donc on va devoir se débrouiller autrement en MongoDB, et on va voir au travers de cette petite vidéo comment est-ce qu'on peut passer d'un exemple pour lequel on a un modèle conceptuel des données, donc qui est vraiment visé à passer en SQL, en base relationnelle, comment est-ce qu'on pourrait quand même s'en servir, et quelles sont les règles à appliquer pour arriver sur une base de type MongoDB, de type NoSQL, donc qui n'a pas de relation. Donc on va essayer de rassembler un petit peu toutes les informations là-dessus, et on va surtout traiter un exemple, où on va essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut finalement modéliser les relations pour quand même avoir des relations entre les données. Alors, comment est-ce que je passe du MCD, du modèle conceptuel de données, au document qui est finalement l'unité, l'élément d'une collection en MongoDB. Donc, on a déjà vu que MongoDB n'est pas une base de données relationnelle, dans le sens où elle ne modélise pas des relations entre, par exemple, des clés primaires, des clés étrangères, et elle ne vérifie pas la cohérence. On avait vu que la relation servait notamment dans les bases de données relationnelles. Quand on supprimait une donnée, on vérifiait, par exemple, qu'il n'y avait pas une entité qui était rattachée. Par exemple, quand on supprimait un client, on essayait de vérifier qu'il n'avait pas encore une commande en cours avant de pouvoir le supprimer. Et tout ça, en fait, le système de gestion de base de données relationnelle s'en occupait à partir du moment où on lui fixait des règles correctes. Avec MongoDB, en fait, ça, on ne va pas pouvoir le faire. On va pouvoir le faire par programme, mais ce n'est pas la base de données qui va nous fournir ce genre d'outils. Donc on ne pourra pas utiliser d'outils comme les jointures, qui étaient bien pratiques dans les bases de données SQL qui nous permettaient justement d'avoir des liens entre les différentes tables. On ne peut pas utiliser de jointure pour rapprocher deux documents qui seraient issus de deux collections différentes. Donc une jointure, si jamais on en a à faire une quand même, donc en fait une jointure c'est quoi? C'est simplement prendre les données d'une collection, les données d'une autre, et voir en fait s'il y a des données communes basées sur une information en particulier qui est contenue dans les deux documents. Si vous voulez faire ça avec une base MongoDB, vous allez être obligé de le faire par programme. Si vous voulez le faire par programme, ça veut dire simplement que vous êtes obligé de charger les deux collections et ensuite de vérifier si ces deux collections ont des similitudes. Donc en fait là, une jointure va être quelque chose de très coûteux en MongoDB par rapport à ce que c'était en SQL. Pourquoi c'est plus coûteux? Parce qu'en SQL, en fait, la jointure se fait au niveau de la base de données, et ce qui est remonté vers le programme, c'est seulement les données qu'on est arrivé en fait à mettre en rapport les unes avec les autres. Donc en fait, vous remontez beaucoup moins de données à votre programme. Là, en MongoDB, vous êtes obligé de remonter toutes les données et de faire la jointure vous-même par programme. Donc c'est une opération qui est très coûteuse. Donc là aussi, les bases de données MongoDB sont à mettre en place la plupart du temps quand vous n'avez pas de jointure à faire. Et ce qu'on va voir aussi au travers de cette vidéo, c'est que on va voir qu'il y a des petites astuces au niveau de la mise en place de la base de données pour justement éviter les jointures en dupliquant les données. Donc on va voir que ce qui est vraiment intéressant au niveau de MongoDB, ce serait d'avoir un document où toutes les informations sont dedans, sans avoir à chercher à gauche et à droite des informations qui pourraient se rapporter à ce qu'on essaye de traiter. En base de données relationnelle, par exemple, vous pouvez récupérer un client, puis par une jointure, vous pouvez récupérer toutes les commandes qu'il a passées. Avec une jointure sur cette commande, vous pouvez récupérer les lignes de cette différente commande, ou le devis qui est rattaché, et ainsi de suite. Ce que l'on va essayer de faire avec MongoDB, c'est simplement d'avoir un document qui contient toutes les informations dont on va avoir besoin pour ne pas être obligé de chercher dans plusieurs collections à la fois. Ce que l'on va faire, cette action, ça s'appelle la dénormalisation. Pourquoi la dénormalisation? Eh bien, ça se rapporte directement aux formes normales que l'on avait vues au niveau des bases de données relationnelles. Les formes normales s'attachaient justement à ce qu'il n'y ait pas de redondance des données, à ce que les données soient de manière exprimées de manière simple, et donnaient des règles justement pour que la base de données reste facilement maintenable et qu'il n'y ait pas de surcharge. Et bien là, en fait, on va aller un petit peu dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va dénormaliser, on va supprimer certaines de ces normes qu'on s'était fixées au niveau du MySQL,
d'SQL. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'objectif n'est pas le même. Quand on était sur une base de données relationnelle, on voulait de la cohérence des données. Quand on est sur une base de données MongoDB, on veut de la rapidité. C'est-à-dire qu'on est prêt à avoir une donnée dupliquée si ça peut nous faire gagner du temps. Voilà. Donc là, on ne revient pas en arrière, on ne contredit pas ce qui a été fait, c'est tout simplement qu'est-ce que l'on cherche en priorité. Si on cherche de la cohérence, eh bien, il faut respecter les formes normales. Si on cherche de la rapidité, eh bien, on va pouvoir sacrifier quelques règles normales pour pouvoir justement optimiser les temps de traitement. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser la dénormalisation et quels sont les outils que l'on a entre les mains pour pouvoir la faire ? En fait, l'idée, ça va être simplement de mettre les données les plus fréquemment interrogées ensemble dans le même document. L'idée qui est derrière, en fait, on la comprend assez rapidement, c'est que si jamais, par exemple, je récupérais les informations d'un client, eh bien, je récupère du même coup dans le document toutes les informations liées à ce client que je veux traiter ensemble. Par exemple, dans l'application de commande, je pourrais simplement dire que si je récupère un client, je récupère automatiquement toutes les commandes qu'il a passées. Donc ça voudrait dire que le document contient à la fois le client et à la fois les commandes. Ce qui n'était pas possible de faire dans les tables du modèle relationnel, puisqu'on avait dit qu'une table correspondait à une et une seule entité. Là, en fait, on va se retrouver avec plusieurs entités dans le même document. Mais vous allez voir qu'avec MongoDB, ça ne pose pas de problème. Alors, est-ce que finalement, tout ce qu'on a appris sur le modèle relationnel, est-ce que finalement tout ça, ça ne servira à rien pour MongoDB ? En fait, si, vous allez vous rendre compte que les éléments que l'on a mis en place et que l'on a maîtrisés, notamment au niveau des cardinalités, vont nous aider pour savoir en fait quel est le type d'éléments qui vont devoir s'insérer dans les documents MongoDB. Par exemple, la cardinalité de 1.1 va avoir de dire tout simplement, on avait dit qu'on a donc une entité qui partage au minimum une relation, au maximum une relation, donc ça veut dire que chaque occurrence d'une entité partage une relation. Ok, ça, on va voir que quand on a une cardinalité 1.1, eh bien l'information a de grandes chances de migrer dans la table qui partage cette cardinalité 1.1 avec l'association. Une cardinalité 0n ou 1n est un peu plus complexe à modifier, mais le fait de dire qu'en fait une occurrence pourrait être reliée à plusieurs occurrences nous fait penser à une notion de tableau. C'est-à-dire en fait qu'une occurrence n'est pas liée à une seule occurrence de l'autre entité, mais on est plutôt sur un cas en fait où une occurrence serait liée à plusieurs. Par exemple, si je faisais la liste des livres que je possède, eh bien en fait je ne possède pas qu'un seul livre, j'en possède plusieurs. Le fait que j'en possède plusieurs, ça veut dire que les livres que je possède devraient être sous la forme de quelque chose, d'un élément multiple. Et donc en fait je vais me retrouver avec un tableau d'éléments où chaque élément est un livre, et les livres que je possède, c'est en fait le tableau qui contient les différents éléments livres. Donc vous voyez que les cardinalités qu'on a mis en place dans le modèle conceptuel des données vont quand même nous aider à savoir comment va se modifier notre base, comment elle va se mettre en place en MongoDB. Donc on va garder toujours à l'esprit que les cardinalités vont nous aider, et ce que l'on va essayer de faire, c'est que les informations que l'on veut récupérer ensemble, que l'on veut traiter ensemble, soient dans un et un seul document pour éviter justement d'avoir à chercher les informations dans plusieurs documents et d'avoir à faire une jointure par programme, ce qui est très coûteux en MongoDB. Alors pour ça, je vous propose un petit exemple. On va partir sur un petit exemple de modèle conceptuel des données. Donc là, on est sur 4 tables, 4 relations, et les relations ont été prévues pour que on voit les différences que l'on peut avoir dessus. Vous avez vu que, alors vous avez peut-être noté que on a une relation 0n11, on a une relation 1n11, on a une relation multiple-multiple, 1n d'un côté, 0n de l'autre, et on a une relation réflexive de l'auteur, et donc ça nous permet en fait de voir comment est-ce qu'on pourrait modéliser sous forme de MongoDB ce schéma-là, et voir un peu comment marche chacune des associations. Alors encore une fois, en termes de modélisation, il n'y a pas forcément une solution toute faite. Je ne vais pas vous proposer, vous dire, voilà, il y a une seule solution, c'est celle-là. Ce que je voudrais faire au travers de cet exercice, c'est que l'on se pose pas mal de questions, que l'on y réfléchisse, et que vous arrivez à faire comprendre, en fait, parmi les différents choix que l'on a, quel est le bon en fonction de la situation qui vous est posée. Alors,
si jamais on voulait commencer à modéliser, en fait, on n'aurait pas vraiment de problème à modéliser les entités. Une catégorie, finalement, elle a quoi? Elle a un identifiant, un nom, le livre a un identifiant, un nom, l'auteur a un identifiant, un prénom et un nom, et l'adresse a un identifiant d'adresse, une adresse et une ville. Ok, là on va pas avoir de problème puisqu'on pourrait se dire simplement que les entités vont donner naissance à des collections. Le problème qui va se poser, c'est comment je vais créer les relations, comment je vais mettre en relation les différentes entités. Comment je vais mettre en relation pour dire finalement qu'un livre appartient à une catégorie. Un livre est un livre de science-fiction, un livre policier, c'est un dictionnaire et ainsi de suite. Comment est-ce que je peux dire qu'un livre a été écrit par un auteur? Où là, vous voyez que la cardinalité, je peux même considérer que le livre a été écrit par au moins un auteur et qu'il a potentiellement pu être écrit par plusieurs auteurs. Les auteurs, on peut écrire plusieurs livres et je peux aussi avoir stocké des auteurs qui n'ont écrit aucun livre que qui pour l'instant est stocké dans ma base de données. Un auteur, lui, habite toujours à une et une seule adresse. J'ai aussi voulu symboliser que les auteurs se connaissent entre eux avec une relation réflexive. Donc un auteur peut connaître soit aucun autre auteur, soit il peut en connaître plusieurs, et un auteur peut être connu par 0 auteur ou être connu par plusieurs auteurs. Donc voilà un petit peu le descriptif des différentes relations qu'on a à faire. Donc vous voyez en fait que j'ai essayé de mettre en place dans cet exemple différentes associations qui chacune ont leurs propriétés différentes et on va essayer de discuter un petit peu pour voir comment est-ce qu'elles pourraient s'intégrer dans la mise en place d'un schéma MongoDB. Alors, si je transforme toutes les entités en documents, en fait, je vais arriver sur quelque chose comme ça. Donc j'ai ma catégorie qui va avoir un identifiant et qui va avoir un nom, mon livre qui va avoir un identifiant qui va avoir un nom, mon adresse, identifiant ville, et mon auteur qui a un prénom et un nom. Alors vous remarquerez que là, je ne suis pas seulement en train de vous parler de structure, puisque vous voyez que j'ai à chaque fois mis une donnée. La catégorie 1, c'est la catégorie fantasy, le livre 1, c'est le livre Le Seigneur des Anneaux, et ainsi de suite. J'ai donc créé des adresses, j'ai donc créé des valeurs directement. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien tout simplement, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, en MongoDB, si jamais vous ne mettez pas une information dans votre collection, c'est une collection vide, et donc en fait on ne peut pas en connaître la structure. Donc j'ai mis directement des informations dedans. Donc première étape, j'ai simplement créé les 4 tables avec leurs informations, leurs propriétés. Alors problème, dans ce modèle-là, j'ai complètement perdu la notion d'association entre les différentes entités. Comment est-ce que je peux faire du coup pour retrouver une relation entre la notion de... Comment je peux retrouver la relation qu'il peut y avoir entre ces différentes tables? Par exemple, la relation habit qui se trouve entre adresse et auteur, donc je vais les remettre, la relation habit, donc un auteur habite à une et une seule adresse, et à une adresse habite au moins un auteur, sinon je ne garderai pas l'adresse, et potentiellement, il peut y avoir plusieurs auteurs qui habitent, on pourrait imaginer un couple d'auteurs, ou même des auteurs qui habitent dans le même immeuble, par exemple. Alors, on pourrait se dire tout simplement que l'application que l'on veut gérer, finalement, c'est pas forcément une application de gestion de page blanche, en fait. Je veux pas forcément gérer des adresses, je veux pas forcément pouvoir rentrer une adresse et savoir qui habite à cette adresse-là. La plupart du temps, ce que je vais faire, c'est que je veux contacter un auteur, donc je veux chercher un auteur, et l'auteur va me donner son adresse. Donc là, en fait, dans ce cas-là, et si on suit bien ma logique, la logique est de dire, en fait, je vais rarement chercher par adresse. Je vais chercher un auteur et je veux pouvoir récupérer son adresse. Donc là, en fait, ce qu'il est possible de faire, dans cette partie-là, c'est tout simplement de se dire, si je ne cherche pas par adresse, et que j'aimerais avoir l'adresse qui soit quand même dans l'auteur, eh bien j'aurais peut-être intérêt à mettre les informations de l'adresse dans l'auteur directement. En plus, ça s'y prête bien, puisque en fait l'auteur est à une et une seule adresse, donc j'ai même pas besoin d'avoir un tableau, je vais simplement migrer l'adresse dans l'auteur. Alors je vais créer en fait, je vais reprendre l'auteur, qui est ici, et je vais en fait ajouter un champ qui est l'adresse de l'auteur, voilà, et l'adresse de l'auteur c'est quoi? Eh bien tout simplement ça va être un objet qui va contenir les informations que j'aurais pu avoir
que j'aurais pu avoir dans l'adresse. Voilà, donc je récupère les informations dans l'adresse. Voilà. Non. Voilà. Cette fois-ci, l'auteur, le document est déjà identifié. L'auteur est identifié déjà par son identifiant, qui est à 1, donc je n'ai pas plus besoin de l'identifiant de l'adresse à ce niveau-là, puisque l'adresse, une seule adresse correspond à l'auteur, je peux me passer de l'identifiant de l'adresse. Et donc cette fois-ci, quand je vais appeler la collection auteur, eh bien j'aurai directement son adresse qui lui sera attribuée. Alors adresse, c'est peut-être un petit peu, là on a un petit peu un doublon de données, un doublon au niveau de l'information, c'est peut-être pas sympa de le garder comme ça, je vais simplement mettre rue, et je vais mettre la ville, et donc j'aurai l'adresse de l'auteur. Ok, donc maintenant mon prénom, mon auteur a directement l'adresse dedans. Donc au niveau collection, je peux maintenant me passer de la collection. Encore une fois, le choix que j'ai fait a été fait simplement en me disant que jamais je chercherai par adresse. Je n'ai pas un truc où je cherche par adresse et je veux savoir qui y habite. Je chercherai toujours par auteur, et par auteur, je voudrais avoir son adresse de contact. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de migrer directement l'adresse dans l'auteur. Ok. Bon, donc je me suis déjà occupé d'une des relations qui étaient entre l'auteur et l'adresse pour savoir où habite un auteur. Ok. Donc, l'identifiant de l'adresse est devenu inutile, puisque en fait il n'identifie plus rien, et que l'auteur maintenant identifie en fait la totalité du document auteur. Alors, on peut maintenant se poser la question sur la catégorie appartient. Ok. Alors la catégorie appartient, on peut procéder de même, c'est-à-dire on voyait qu'on a une cardinalité 1-1 du côté du livre, ça veut dire que le livre a toujours une et une seule catégorie. Donc on pourrait se dire, tout simplement, je pourrais migrer aussi les informations de la catégorie directement dans le livre. On va voir un petit peu les implications que ça peut avoir. Donc, si jamais je fais ça, ça veut tout simplement dire que ma catégorie, je vais appeler en fait catégorie. Je vais me rendre compte que dans catégorie, j'ai deux informations, j'ai une idée, mais comme la catégorie, maintenant je vais l'intégrer au livre, en fait celle-là je ne vais plus m'en servir, et j'ai que le nom de la catégorie. Donc c'est la seule information que je garde. Donc là, c'est peut-être pas la peine de faire un objet, puisque j'ai qu'une seule propriété. Tout simplement, je vais juste récupérer la valeur de la catégorie. Là, je ne vais pas oublier de mettre une virgule, et la catégorie peut être supprimée, tout simplement. Et donc, la catégorie a directement été migrée dans le livre, ce qui me permettra, à chaque fois que je prends un livre, en fait, que je vais retrouver sa catégorie. Alors ça, c'est une possibilité de faire. C'est une possibilité. Il faut en comprendre un petit peu les implications pour savoir, en fait, quand est-ce qu'on peut utiliser ce genre de choses. Ce que je peux faire aussi, on va voir une deuxième solution et on va expliquer un petit peu quelle est la différence entre les deux. Ce que je peux faire, c'est soit je peux mettre la catégorie directement dans le livre, comme ce que j'ai fait ici, et donc je me passe de la catégorie, soit ce que je peux faire, c'est que je peux mettre l'identifiant de la catégorie dans le livre. Et donc en fait, je garde ma catégorie, 1 correspond à Fantasy, et je dis que le livre simplement a la catégorie de type 1. Alors dans quel cas utiliser l'un et dans quel cas utiliser l'autre? En fait, on va juste essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Si jamais je mets à jour le nom de ma catégorie, en fait, dans la solution où je laisse catégorie, je le modifierai qu'une seule fois, et le lien continuera à se faire sur l'identifiant. Si jamais j'ai opté pour une solution où j'ai migré la catégorie dans le livre et que je veux modifier le libellé de ma catégorie, eh bien la modification portera sur autant d'enregistrements qu'il y a de livres dans cette catégorie. Si par exemple j'ai 300 livres de fantasy et que je veux par exemple dire voilà je ne veux plus le garder à la française, je veux le mettre en anglais, eh bien il va falloir que je modifie 300 documents dans ma collection pour mettre à jour fantasy. Donc en fait c'est des petites réflexions comme ça de se dire finalement est-ce que je vais changer très souvent le libellé de ma catégorie? Je pense pas. Donc si je ne fais pas une modification très souvent de ma catégorie,
cette solution sera la mieux. Si jamais, par contre, j'aime bien changer les noms de catégories, eh bien, si je change de catégorie tous les 2 jours, eh bien, en fait, cette solution en fait, aura l'avantage, finalement, de prendre moins de temps à la modification. Par contre, elle prendra plus de temps à la lecture, puisqu'à la lecture, vous aurez à chaque fois à chercher dans 2 documents et à faire votre jointure par programme. Et donc, ça prendra un petit peu plus de temps. Alors que là, vous allez récupérer votre livre et vous aurez directement la catégorie associée en un seul appel. Donc, on est toujours sur des solutions de se dire, voilà, qu'est-ce qui va me prendre le plus de temps par rapport au traitement que j'ai à faire dessus. Si je fais beaucoup de lecture par rapport à ce que je fais de modification, cette solution sera la meilleure. Si je fais très peu de lecture mais beaucoup de modifications, cette solution sera la meilleure. Donc là, moi j'estime que la catégorie ne va pas changer tout le temps, et par contre je vais souvent chercher des livres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette solution où la catégorie est dans le livre, et si une fois tous les 2 ans ou une fois tous les 5 ans, le nom de la catégorie se modifie, eh bien je modifierai les 300 livres d'un seul coup qui ont cette catégorie-là. Mais en attendant, ça va me faire gagner énormément de temps en lecture, ça simplifie mon schéma puisque je me retrouve avec seulement 2 collections, et donc ça va me simplifier largement les appels que je vais avoir à faire. Ok, donc je me suis occupé de appartient et je me suis occupé de habite. Je vais m'occuper maintenant de a écrit, qui est cette fois-ci comme on peut le voir, une relation multiple-multiple. Donc j'ai un n à gauche, j'ai 0 n à droite, ce qui veut dire qu'un livre peut avoir été écrit au moins par un, mais potentiellement par plusieurs auteurs, et qu'un auteur peut avoir écrit 0 livre et potentiellement en avoir écrit plusieurs. Donc là, on va voir qu'on va être sur quelque chose d'un petit peu différent par rapport à ce qu'on a vu. Donc, ce que l'on va faire, c'est déjà, on va essayer de voir, pour la relation à écrit, on va essayer de garder la clé pour rendre l'évolution de la base la plus simple. Par exemple, on pourrait simplement dire que l'auteur a en fait écrit une liste de livres. Alors, là, pareil, l'auteur a écrit par exemple le livre d'identifiant 1, le livre d'identifiant 5 et le livre d'identifiant 7. Donc, je vous le rappelle, à chaque fois qu'on est sur une cardinalité multiple, c'est-à-dire que l'auteur a pu écrire plusieurs livres impliquent justement que, que le champ livre en fait, soit un tableau, puisqu'en fait, à un seul auteur sont liées plusieurs occurrences de livres. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une structure tableau. Alors, je pourrais avoir tout simplement la relation qui serait faite de ce type-là. L'auteur a écrit des livres et je vais retrouver dans le tableau la liste des livres qui ont été écrits par l'auteur. Donc cette solution est bonne, en fait elle va garder l'identification de livres et la jointure se fera naturellement sur programme. Quand vous allez rentrer votre auteur, vous allez récupérer la liste des identifiants des livres et la liste des identifiants des livres va vous permettre d'accéder aux informations des livres en particulier. Donc si jamais vous accédez par l'auteur, vous allez retrouver facilement les livres que l'auteur a écrits. Par contre, si vous accédez par les livres, en fait, pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de trouver quels sont les auteurs qui les ont écrits. Donc, si jamais vous avez ce besoin-là, alors on pourrait se dire, si je ne fais qu'une recherche par auteur, si je cherche toujours une recherche par auteur, je pourrais me contenter de ce modèle-là. Si par contre, je veux chercher par auteur et par livre, en fait, ce qui va vous manquer, c'est que le livre d'identifiant 1 a été écrit par un auteur, ou des auteurs, puisque je rappelle que j'ai mis un N, mais là en l'occurrence il a été écrit par un seul auteur, qui est l'auteur d'identifiant 1, qui va se rapporter à l'auteur qui est défini ici. Et donc vous voyez en fait que la relation maintenant a été bien définie en tous les sens. Si je rentre avec les informations d'un auteur, je pourrais récupérer les livres que cet auteur a écrits. Si je rentre par les informations du livre, je vais pouvoir récupérer également les auteurs qui ont écrit ce livre. Encore une fois, là on est sur un seul élément, mais comme dans mon modèle conceptuel des données, j'ai spécifié dans les cardinalités qu'un livre pourrait potentiellement être écrit par plusieurs auteurs, je suis obligé de mettre un tableau ici, un objet de type tableau, pour pouvoir stocker des éventuels plusieurs auteurs pour un seul livre. Donc voilà ce que l'on a mis ici. Donc j'ai mon auteur qui a pu écrire plusieurs livres.
Et de l'autre côté, effectivement, j'ai mis aussi en place la structure qui permettait de dire, en fait, quand je fais une recherche par livre, de récupérer quels sont les auteurs qui y sont rattachés, et toujours un tableau, on l'a vu, qui est en lien avec la cardinalité multiple. Donc maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est de s'occuper de la relation réflexive. Alors la relation réflexive, on va revenir un petit peu dessus. La relation réflexive, alors je vais cacher un petit peu pour l'instant, puisqu'elle est en bas à droite. La relation réflexive dont je parle, elle s'appelle connaît ici. Et cette relation connaît, en fait, elle permet de savoir quel auteur connaît quel autre auteur. Les cardinalités disent, en fait, que j'ai du 0n, 0n, c'est-à-dire qu'un auteur connaît 0 ou plusieurs autres auteurs, et qu'un auteur est connu, et peut ne pas être connu par d'autres auteurs, ou est connu par n auteurs. Ok. Bah, là, on va pas vraiment avoir le choix de ce que l'on fait, puisqu'on va se rendre compte qu'on ne peut pas migrer les informations de l'auteur dans l'auteur. Parce que si jamais je crée maintenant quelque chose, connaissance de l'auteur, et que je migrais toutes les informations de l'auteur connaissance, en fait, je me retrouverais avec une boucle. Puisqu'un auteur connaît un autre auteur, qui connaît un autre auteur, qui connaît un autre auteur, et donc, en fait, je ne m'arrêterai jamais. Donc là, j'ai pas la possibilité, par exemple, de dire, voilà, l'auteur 1, la connaissance de l'auteur, en fait, c'est toutes les informations d'un autre auteur. Puisque là, en fait, par récursivité, je me retrouverai finalement à avoir déclaré une boucle sans fin. Donc là, ce que l'on va faire, c'est on va plutôt garder cette notion d'identifiant. On sait que on va rajouter les connaissances, et le modèle nous dit que les connaissances, en fait, ont une cardinalité 0n, c'est-à-dire qu'un auteur peut connaître plusieurs autres auteurs. Donc ça veut dire, premier réflexe, si j'ai une cardinalité multiple, c'est déjà que je vais me retrouver sous la forme d'un tableau. Bon, et mon tableau, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais tout simplement dire que mon auteur 1 connaît les auteurs de 7 et 11. Donc c'est les identifiants des auteurs, et là j'ai oublié une virgule, et donc ça me permet en fait de dire quelles sont les connaissances de l'auteur. Alors là, on va dire, voilà, j'ai fait une branche de ma relation. Est-ce qu'il faut que j'en fasse une deuxième, comme je l'ai fait dans la relation à écrit? En fait, on va se rendre compte que ce que j'ai mis ici, puisque la relation est finalement une relation réflexive, ça veut dire qu'en fait, si un auteur A connaît un auteur B, en fait, l'auteur B connaît aussi l'auteur A. Donc la relation est réflexive. C'est un petit peu comme la relation d'amitié dans un réseau social. Vous ne pouvez pas être ami avec quelqu'un qui n'est pas votre ami. La relation d'amitié, elle est réflexive. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si l'auteur a ses connaissances, eh bien, ça veut dire que quelque part, il y aura un auteur... Alors, je veux pas tout remettre, hein, mais il y aura un auteur qui aura aussi des informations, qui sera l'auteur 2, qui, entre autres, parmi ses amis, aura l'auteur 1. C'est-à-dire que 1 sera l'ami de 2, ou la connaissance de 2, et 2 sera la connaissance de 1. Et donc, en fait, on aura l'utilisation de cette relation dans les deux sens. Et donc, on pourra avoir les amis d'un auteur, et les amis de cet ami, et ainsi de suite, et on va pouvoir savoir quels sont les auteurs qui se connaissent entre eux. Donc, le fait d'avoir mis la connaissance en place fait qu'on a matérialisé la relation entre deux occurrences de la collection auteur pour savoir quels sont les auteurs qui sont amis les uns avec les autres. Si jamais, donc du coup, je veux connaître les amis d'un auteur, eh bien, il suffira que par programme, je récupère un auteur, je récupère la liste de ses connaissances, et que pour chaque élément de la liste des connaissances, je récupère l'auteur qui y est rattaché. Voilà un petit peu comment par programme on va procéder pour simuler une jointure qui n'existe pas en MongoDB. Et donc vous voyez que le modèle terminé, en fait, cette fois-ci, au lieu d'avoir les 4 tables que j'aurais eues dans un modèle relationnel, en fait, je me retrouve avec que 2 tables, et je me retrouve avec des informations qui ont migré. La catégorie a migré complètement, les connaissances, l'adresse a migré dans l'auteur, et je me retrouve avec un modèle simplifié. Encore une fois, parce que j'ai voulu éviter au maximum d'avoir des jointures à faire, au maximum d'avoir à chercher dans plusieurs collections, et bien du coup j'ai regroupé les informations qui vont ensemble, j'ai mis l'adresse dans l'auteur, quand je récupère l'auteur, je récupère toutes les informations qui sont liées à l'auteur, son adresse comprise. Quand je récupère le livre, je récupère toutes les informations du livre, catégorie comprise.
La seule chose qui va encore me poser problème pour faire des associations, ça va être cette relation quel est l'auteur du livre et quel livre a été écrit par l'auteur et quelles sont les connaissances d'un auteur. Mais globalement, j'ai perdu aucune information par rapport au modèle qui m'était donné et j'ai remis en place les 4 relations qu'il y avait sur le modèle conceptuel des données et donc par programme je pourrais retrouver les liens qui sont symbolisés par ces 4 relations. Donc on est sur quelque chose de différent par rapport au modèle relationnel, parce que le modèle relationnel, lui, nous permettait de définir les relations entre les différentes entités. Et le modèle relationnel se servait même de ces relations pour justement maintenir la cohérence des données et vérifier que les données que l'on met dans la base, en fait, qu'on ne mette pas n'importe quoi et permettait de faire plein de vérifications. Dans le MongoDB, en fait, je vous l'ai dit, l'objectif est un petit peu différent. On sacrifie une partie de la cohérence des données pour être beaucoup plus rapide au niveau de la consultation de ces données. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a dupliqué des données, on a mis des informations, la même information à différents endroits, on a essayé de simplifier le modèle, on a essayé de regrouper les informations plutôt que d'avoir des types élémentaires, et ça va nous permettre justement de travailler sur des documents qui contiennent beaucoup plus d'informations, parfois redondantes, mais par contre, eh bien, quand on va sortir une information, on est sûr qu'on aura toutes les informations qui sont liées à cette occurrence sans avoir à faire de jointure. Donc, c'est ce qu'on appelle la dénormalisation dont je parlais au tout début. Là, on n'a pas respecté les 5 formes normales. Le modèle sur lequel on est arrivé en MongoDB ne le respecte absolument pas, puisqu'en fait, on a dupliqué de l'information, mais c'est dans le but d'aller beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on peut aussi retrouver parfois dans les modèles relationnels. On se rend compte que parfois, réintroduire un petit peu de données dupliquées permet parfois de simplifier énormément certaines jointures ou certains accès et nous font gagner du temps. Donc là, encore une fois, c'est vrai que les règles que l'on utilise pour MongoDB vont à l'encontre de ce qu'on a vu en MySQL. Encore une fois, il faut bien comprendre quel est le concept qui est derrière. Est-ce qu'on cherche de la cohérence ou est-ce qu'on cherche de la vitesse? C'est tout l'enjeu. Et le but de ces vidéos, c'est de vous faire comprendre quand faire le bon choix par rapport au problème qui nous est posé. Cette vidéo a présenté comment est-ce qu'on peut mettre en place, comment est-ce qu'on peut penser une base MongoDB, comment est-ce qu'on peut penser sa structure. Et je vous propose maintenant dans les prochaines vidéos de mettre directement les mains dans le cambouis et de créer nous-mêmes des collections et de voir comment on peut les manipuler, comment est-ce qu'on peut créer des données, comment on peut les sélectionner et tout ce que je peux faire finalement avec une base MongoDB. À bientôt!